Donc, je suis Charles-Édouard Boué, le président et directeur général du groupe Roland Berger, un groupe de conseil en stratégie qui opère sur plus de 50 pays à travers le monde, avec 2500 consultants. Le conseil en stratégie, c'est d'aider nos clients à voir le futur, s'organiser pour en devenir propriétaires et en tirer les meilleurs bénéfices. Nos clients sont des groupes à travers le monde, français, allemands, européens, américains, chinois, de 30-50 millions d'euros à plusieurs centaines de milliards, et qui sont à la fois des groupes privés et des groupes publics, et souvent les États et les gouvernements. Nos clients sont des clients qui ont souvent des entités physiques, industrielles, des services, ils peuvent être de la distribution, ils peuvent être dans la logistique, ils peuvent être dans la fabrication de voitures ou d'avions. Ce que recherchent nos clients qui utilisent le cabinet Roland Berger, c'est à partir des compétences et des actifs qu'ils ont actuellement, ou de leur part de marché, de se positionner sur le futur, voir où vont être les nouveaux marchés, où peuvent être les disruptions, et quel type d'organisation, de moyens, d'investissement il doit mettre en œuvre pour être capable de survivre, de se développer et de tirer la meilleure partie du futur. Aujourd'hui, on observe que dans les technologies du hardware, que ce soit les drones, les capteurs, tout ce qui va être physique, dans les technologies dites du digital, qui vont être l'intelligence artificielle, qui vont être les voitures connectées, on a tout ça qui arrive en même temps, et on n'avait jamais vu ça depuis 50 ans ou 100 ans. De nouvelles technologies sont en train d'apparaître, de nouvelles entreprises qui viennent déformer l'environnement concurrentiel et qui viennent attaquer des secteurs qui étaient supposés être protégés. Et c'est ça qu'on appelle la disruption. La disruption, c'est quand vous êtes en mouvement avec votre bateau, quelque chose qui va venir vous percuter et qui va venir complètement perturber l'ensemble du dispositif dans lequel vous opérez. On est dans une époque de rupture parce que les technologies qui arrivent, ou les formes de plateformes, les Airbnb, les Uber, viennent complètement changer les règles entre les consommateurs, les producteurs, les distributeurs, puisqu'on a donné beaucoup plus de pouvoir aux consommateurs, on a donné le pouvoir du choix et on a des technologies qui sont déployables à l'infini avec un coût de marginal zéro. La notion de coût marginal zéro, c'est le fait de pouvoir reproduire à l'infini la même chose sans coût complémentaire. Je prends un exemple. Vous avez une plateforme de mise en relation entre deux personnes. Cette plateforme peut venir connecter 4, 1000, 10 000, 10 millions sans aucun coût complémentaire d'infrastructure. On a ces petites équipes qui viennent, qui sur la base d'une idée sont capables d'impacter des grandes industries et qui en plus, ce qui n'était pas le cas avant, peuvent lever des fonds de manière extrêmement importante. Et c'est ça qui vient créer la rupture dans des mondes qui étaient formés avec des fortes implantations, des masses de personnes, des systèmes physiques. Et aujourd'hui, c'est ça la plus grande disruption. Elle vient d'abord du digital, puisque tout ça est, j'allais dire, à coût marginal zéro. Mais il est en train d'arriver maintenant sur tout ce qui est physique, puisque le monde du digital et le monde du physique sont en train de se rencontrer. On le voit bien avec la Google Car, ou ce que fait Uber aujourd'hui aux États-Unis. Ça a deux implications. La première, c'est une vraie question sur le modèle social. Donc c'est comment on redistribue la richesse. Deuxième question, c'est comment on ponctionne, puisque ces entreprises à coût marginal zéro, elles n'ont heureusement ou malheureusement des revenus qui ne sont pas marginalement zéro, et donc ils ont des énormes marges. Donc la question, c'est est-ce que cette marge doit être redistribuée et à qui? Doit-elle être redistribuée au consommateur qui a utilisé le service? Doit être redistribuée à l'État dans lequel se trouvent les citoyens qui consomment le service? Doit être redistribuée à une entité internationale qui ferait la régulation du travail, puisqu'il en existe. Et c'est vraiment ça le sujet qui anime tout le monde actuellement. Les deux moteurs de l'être humain sont la cupidité et la peur. Aujourd'hui, on a un monde qui se polarise entre des entrepreneurs, je ne dirais pas qu'ils sont cupides, mais qui sont à la recherche d'une création de valeur significative, et on le voit par les nouveaux milliardaires, et de l'autre côté, une population qui peut avoir peur, et donc qui veulent épargner, et donc qui stressent, et qui vont mettre une pression sur la seule chose sur laquelle ils peuvent mettre une pression, sur les hommes politiques, avec les risques de démagogie et de campagne sur la peur.
Alors c'est un beau sujet, la fin du capitalisme, c'est une belle question. Dans un monde où les traders sont des machines, y a-t-il encore des marchés? Chacun prend des positions dites analytiques et il n'y a plus de direction de marché. Alors, Karl Marx avait écrit que le capitalisme allait monétiser tout. Et donc en fait, on a observé depuis une dizaine d'années, avant même ces disruptions, que tout était devenu monétaire, y compris le temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'accélération du temps parce que tout doit aller plus vite, parce que pour produire plus d'argent plus vite, il faut monétiser le temps. Et donc ça, combiné avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les nouvelles technologies et les disruptions, vient percuter les paquebots du capitalisme que sont les grandes entreprises industrielles centenaires ou bicentenaires, qui sont percutées et qui ont un risque de disparaître. Et donc, peut-être que le capitalisme, en accélérant le temps et en multipliant l'entrepreneuriat, est peut-être en train d'auto-créer une disruption sur lui-même, dont on devra voir les effets dans les 10 prochaines années. On parle beaucoup du chiffre de 40 à 50% des emplois qui seraient impactés. On a repris l'étude de MIT et d'Oxford pour voir quel serait l'impact sur l'économie française. Donc ça ne veut pas dire que 47% des emplois vont disparaître, ça veut dire que 47% des métiers, des catégories vont être touchés. Donc ça veut dire qu'une personne sur deux sera concernée par la transformation et la disruption et devra donc réinventer son emploi ou son entreprise devra réinventer le type d'emploi qu'elle a à faire. C'est plus ça le message. Ce qui se passait avant sur 10, 15 ans se passe maintenant sur 3, 5, parfois 1 an. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'accélération du temps fait que l'érosion sur le monde du travail est plus rapide qu'elle n'aurait été si on avait 10 ou 15 ans pour s'organiser, ce qui serait une génération de former la nouvelle génération qui allait travailler dans 10 ou 15 ans. Donc avant, on avait l'habitude de dire on a 20 à 30 ans d'études, 20 à 30 ans de travail et 20 à 30 ans de retraite. Aujourd'hui, on va apprendre toute sa vie et donc il y a un énorme travail sur les formations, la formation continue et la mise à niveau des différentes générations. Sinon, on va avoir des clivages extrêmement importants entre les trois groupes, ceux qui apprennent, ceux qui travaillent et ceux qui sont en retraite. L'allongement de la vie fait que les gens vont travailler plus longtemps. Donc en fait, le cycle 1 d'apprentissage va être de 0 à 99 ans. Le cycle de travail ne va pas être de 0 à 90 ans, mais quand on voit certaines startups qui sont lancées par des gens qui ont 12 ans, 15 ans, on peut imaginer qu'on peut créer des emplois, on peut travailler de 15 ans à 99 ans, puisque dans un monde numérique et de robots, votre force physique et mentale n'est pas la seule chose qui font la différence. Et puis enfin, on peut imaginer que la retraite n'est plus un stade, j'allais dire, final qui amène à la mort, mais qui est une phase plutôt longue, qui peut commencer plus tôt, avec plus de loisirs, un monde un peu plus de loisirs plus tôt, au lieu d'avoir cette logique de j'apprends, j'accumule, je dépense, qui est une idée récente du monde. Ça n'existait pas quand les gens vivaient 40 ans. On est sur une période où on a une accélération du temps, un bombardement technologique et de la disruption. Ça, dans le cerveau humain linéaire, qui est dominé par la peur, ça déclenche de l'angoisse. Cette angoisse, il faut lui donner une réponse. Sinon, c'est ces mécanismes de peur qui vont venir perturber cette transformation en venant percuter cette révolution technologique, puisque si nous sommes dans un état de révolution, de guerre, de migrants, de terrorisme, ce ne sera pas le monde idéal qu'on nous raconte. Donc nous sommes vraiment à un tournant où l'ensemble des classes politiques, économiques et les citoyens doivent se poser la question du monde dans lequel on veut vivre, parce que sinon on sera incapable de gérer. Parce que je prédis un avenir assez sombre du fait de la peur qui sera non contrôlée. Si on pousse la peur,
on crée un futur noir. Si on contrôle sa peur, si on fonctionne sur l'autre mécanisme qui est l'espoir, qui est la deuxième dimension humaine, qui a fait les révolutions, qui a fait les transformations du monde, ben on peut se dire que sans être dans la logique béate d'un futur parfait où une élite contrôle le monde et nous laisse avoir un revenu universel, on est tous capables, en particulier en France, avec nos formations, la France a tout pour être le monde idéal de demain. Mais ça veut dire une transformation massive de la façon dont on opère et de libérer les énergies, ce qu'on a déjà vu avec la French Tech dans les 3 dernières années, la libération des énergies positives, puisqu'en France, on a les compétences, particulièrement dans les domaines de robotique, d'intelligence artificielle et mathématiques, qui sont requises pour maîtriser le futur. Le vrai sujet, c'est le travail au sens où on le connaît aujourd'hui et l'emploi vont évoluer. Et c'est cette terra incognita que nous devons découvrir ensemble et sur lequel moi j'attends beaucoup de nos penseurs, de consultants comme moi, mais aussi d'hommes politiques et de dirigeants d'entreprise. Alors ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial, c'est effectivement une compétition d'annonces. Nous sommes dans une guerre psychologique dont la logique est de montrer que le futur est déjà là. Donc on a un groupe de gens qui montrent que le futur est déjà là. De l'autre côté, le bombardement de la peur permet aussi de paralyser des concurrents, des nations. Double effet, on nous décrit un futur qui serait déjà là, on nous décrit une peur, ce qui paralyse l'environnement concurrentiel et beaucoup d'États. Donc aujourd'hui, on a un premier enjeu, qui est un enjeu au-delà du contrat social, qui est visionner le futur, en devenir maître, pour maîtriser son destin. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on a une feuille de route. On a une feuille de route parce qu'on sait où on va. Et ensuite, on peut naviguer, les vents sont tous bons, vers cette direction, pour construire un futur dans lequel le contrat social devra évoluer, pour conserver une société humaine équilibrée au niveau d'une ville, d'une agglomération, d'un pays, ou au niveau mondial. Et c'est ça le risque de dislocation. C'est d'être aveuglé sur le futur, de ne pas voir le futur, de ne pas se projeter pour le maîtriser, quand d'autres sont en train de s'organiser pour détenir le futur.